Bonjour à tous, bienvenue pour cette visioconférence, webconférence pour le sommet virtuel du climat. Je vais commencer, avant de continuer à me présenter et à parler, pour vous demander, voilà, je vais commencer par vous demander si tout fonctionne bien. M'entendez-vous? Me voyez-vous? Est-ce que vous pouvez me l'indiquer dans le chat, s'il vous plaît? Je vois quelques retours positifs. J'attends d'en avoir plus que un. Tout est bon, tout fonctionne, me dit-on. Merci bien. Donc, je m'appelle Mathieu Lepoivre. Je vais vous présenter cette webconférence pendant l'heure et demie qui vient. Donc, comme vous le savez probablement déjà, car nous sommes à la deuxième semaine de ce sommet, eh bien, vous êtes aujourd'hui à la première édition du sommet virtuel du climat. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on vous dit quelques mots de ce sommet virtuel pour le cas où vous seriez à votre première présentation. C'est un événement 100% en ligne, composé de 31 webconférences, et il y aura un salon virtuel avec des stands virtuels le dernier jour. On vous en redira un mot en fin de présentation. C'est un événement initié et coordonné par l'APCC, coporté par l'ADEME, l'ABC, la Fédération Sinov et le CEREMA. Vous aurez bien sûr le loisir de retrouver tous cette signification de sigle. Il a pour objectif de diffuser gratuitement et le plus large possible les expertises et les retours d'expérience repliables et concrets, réplicables, je pense. Quel que soit votre niveau d'engagement et d'avancement, l'idée est que chacun puisse trouver dans cet événement des clés, des réponses, des leviers d'action, des solutions pour avancer encore plus sur la trajectoire de la neutralité carbone et de l'adaptation au nouveau monde qui va se présenter à nous. Voilà quelques mots. Dans l'intervalle, vous avez confirmé que vous entendez tout ce qu'il faut. Alors, un petit mot sur le fait que cet événement se produit grâce à la participation de nombreux sponsors, partenaires et comités d'experts consultatifs. Hein, vous le voyez sur cette présentation. Cette conférence, comme toutes les autres conférences, seront disponibles en replay sur le site du sommet virtuel dans la suite. Si vous avez des questions pendant que nous parlons, n'hésitez pas à les noter de votre côté et à les écrire lors des séquences de questions-réponses. Si vous les écrivez au fil du temps, elles vont remonter dans le chat et on aura du mal à les retrouver. Voilà, merci. Et puis le support de présentation que nous vous postons est normalement déjà téléchargeable, non loin de votre fenêtre à droite, si je ne me trompe pas. Donc pour commencer, je souhaitais vous rappeler qu'il s'agit donc d'une webconférence qui a été inscrite, donc qui est plutôt à destination des collectivités, qui s'inscrit donc dans cette catégorie. Vous êtes prêts à agir, avec qui et comment passer à l'action. Ce que nous souhaitions, c'était vous faire un zoom sur ce territoire rural qui est le Pays de Salers et qui agit à la mesure de ses moyens. Je mets parfois des guillemets. C'est une collectivité de faible population et vous verrez qu'il s'y fait de nombreuses choses en termes de transition bas carbone. Donc je ne suis pas seul, je m'appelle Mathieu Lepoivre et je suis gérant du cabinet Adéquation Environnement. Et à côté de moi, j'ai deux personnes qui interviendront à votre demande ou lorsque nous avons prévu bien sûr qu'ils interviennent. C'est bonjour, Bruno Faure, président du conseil départemental du Cantal et du Pays de Salers. Voilà. Et sur ma droite, nous avons également Anne Rimez, directrice de la communauté de communes du Pays de Salers. Voilà, nous avons un peu dévoilé le programme. Nous émettons, comme on dirait en radio, d'Aurillac, donc dans le Cantal. Et nous allons vous faire une présentation en 4 points. On va vous expliquer comment se présente ce territoire, le Pays de Salers. On va faire un petit zoom sur quelques actions qui sont accessibles et qui pèsent dans la transition bas carbone. Et puis, on va faire un zoom important sur ce qu'on appelle le grand projet structurant. On va parler de méthanisation. Et en dernière partie, nous ferons un petit point sur notre vision à tous les trois du passage à l'action bas carbone en territoire rural. Alors, tout en commençant, je voulais vous demander, pour se connaître un peu mieux, peut-être, si vous pouvez nous indiquer quelle est l'étiquette par laquelle vous vous connectez. Est-ce que vous êtes une entreprise? Est-ce que vous êtes une collectivité? Est-ce que vous êtes d'accord pour répondre à ce sondage que normalement vous voyez apparaître sur l'écran?
Je vais laisser quelques minutes pour que les réponses nous arrivent. Vous avez peut-être déjà cliqué. Ainsi, nous pourrons un peu mesurer le type de structure que vous représentez. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne chez vous. On a relativement peu de retours. Alors, peut-être que ce sondage ne marche pas bien. Voilà, les résultats commencent à arriver. On a sans surprise une majorité de collectivités de moins de 20 000 habitants, ce qui est le cas du Pays de Salaire. Donc peut-être que c'est sans surprise. Je ne vais pas tarder à vous afficher les votes, bien sûr. Donc ça bouge. On continue quelque peu. Voilà, je vous propose de fermer les votes pour démarrer. Je pense que vous avez pu constater quels sont les résultats. Donc on a quelques personnes qui sont de collectivités de moins de 20 000 habitants, une collectivité de plus de 20 000 habitants, et quelques entreprises et autres, ce qui laisse la possibilité d'avoir de nombreuses solutions. Pardon. Ouais, dans le chat, vous voyez entre vous d'autres types de structures qui interviennent. Merci pour vos réponses. Alors, le Pays de Salaire est une collectivité donc, du département du Cantal, région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous voyez que le nombre d'habitants est faible. C'est une collectivité qui a une densité de population également faible. Je vous ai 13 habitants au kilomètre carré, contre 25 pour le département du Cantal, 100 pour la France. C'est une collectivité qui est entre les deux bassins de vie que sont Aurillac, préfecture, et Mauriac, sous-préfecture. Et puis, on a une population qui est en grande partie de plus de 60 ans. C'est un territoire qui a des caractéristiques, notamment bien connues du monde agricole, de zones de revitalisation rurale et de zones ICHN, c'est-à-dire indemnité compensatrice de handicap naturel. Ces deux appellations donc, qui permettent d'avoir un soutien notamment économique pour des entreprises qui s'installent, c'est le cas de la ZRR, et qui permettent d'avoir un soutien pour le monde agricole, c'est le cas de la zone ICHN. Ces deux appellations, zone de revitalisation rurale et zone handicap naturel, permettent d'illustrer le fait que c'est un territoire qui est peut-être mal placé pour être à l'avant-garde de la transition bas carbone. C'est probablement, vous l'avez deviné, ce qui nous intéresse de corriger un petit peu. Donc voilà quelques images du Pays de Salaire. Alors, ce qui intéresse notamment, je pense, les personnes comme vous qui êtes inscrits à ce sommet virtuel du climat, c'est de connaître quelles sont les émissions de gaz à effet de serre, quel est le bilan carbone du territoire. Donc, ce Pays de Salaire qui a 8000 et quelques habitants n'a pas fait un bilan carbone de territoire, mais on peut considérer, le connaissant bien, on peut considérer qu'il est analogue à celui du département du Cantal, pour lequel on a quelques données. Vous voyez qu'en proportion des émissions de gaz à effet de serre, tous les gaz à effet de serre confondus, on a un secteur agricole qui est prédominant en termes d'émissions de gaz à effet de serre. 65% environ des émissions de gaz à effet de serre viennent justement du secteur agricole. On a le transport qui vient deuxième, le résidentiel, et puis quelques autres secteurs qui viennent par ailleurs. Alors, la collectivité Pays de Salaire, on souhaitait vous donner quelques éléments de cette collectivité en termes de recettes, en termes de dépenses. Et finalement, vous présentez un résumé de cette collectivité pour vous dire qu'on a, vous l'avez vu passer, un caractère collectivité d'investissement quasiment plus importante qu'une collectivité de fonctionnement, dans la mesure où le budget annuel est plus important en termes d'investissement que de fonctionnement. C'est un choix de la présidence, de la direction, et vous verrez que ça se retrouve sur le comportement vis-à-vis en fait de la stratégie bas carbone telle que j'ai envie moi de l'appeler. Alors, ce Pays de Salaire, donc, qui est le nom de la communauté de communes,
prend le nom de salaire qui est à la fois le terme d'une race de vaches, et qui est également le nom du village de Salaire, qui est un des plus beaux villages de France, dans lequel les bureaux de la collectivité ont leur place, et distingué à plusieurs chefs, comme vous allez le voir, par rapport notamment au volet énergétique, mais pas seulement. Donc le premier label dont j'ai envie de vous parler, c'est le fait que dans les années 2010, ce territoire a bénéficié de la reconnaissance de ce qu'on appelle un pôle d'excellence rurale. Et sans surprise, le pôle d'excellence rurale reconnaît la Salaire, son produit, son terroir, sa renommée. Vous avez également entendre parler, ah oui, j'avais mis un petit clin d'œil sur le fait qu'on a une excellence rurale qui est ici au repos, donc la Salaire, et qui a été, donc la collectivité a été aussi reconnue, labellisée, ce qu'on va appeler TEPCV. Alors, je suppose qu'un certain nombre de personnes qui écoutent cette présentation connaissent le label, c'est Territoire à énergie positive pour la croissance verte. Ce sont des labels qui ont été désignés dans les années qui ont suivi la loi Grenelle et qui ont permis d'encourager, d'accompagner les démarches de ces territoires. Oui, d'accord. Qui ont permis d'encourager et de soutenir finalement des projets. Donc, il y a eu 2 labellisations TEPCV en 2015 avec un montant de subvention relativement important pour 8 actions et puis un label numéro 2 en 2016 qui a permis de poursuivre en fait le soutien de ces actions. Alors excusez-moi, des fois je m'interromps parce qu'il y a beaucoup de choses à voir à l'écran. Voilà, et je verrai un peu mieux l'ensemble de ce que vous voyez également vous-même. Donc ce pays de Salaire contient un pôle d'excellence rurale, a été labellisé d'un point de vue de ce qu'on appelle le territoire à énergie positive, et puis a été reconnu également en 2017, s'est vu décerner un prix énergie citoyenne qui venait finalement prolonger le comportement de cette collectivité de moins de 20 000 habitants. Alors, nous avons voulu vous présenter ici les quelques actions qui sont incluses dans le cadre de ce label TEPCV, qui permettent déjà de vous démontrer ou d'illustrer le fait que la collectivité, encore une fois, pour cette population et ce budget et cette superficie, ont entrepris des projets très variés d'un point de vue stratégie finalement bas carbone. Alors, on ne parlait pas tellement de ces termes de stratégie bas carbone à l'époque, mais aujourd'hui, c'est devenu un terme courant. Donc, vous voyez qu'il s'agit d'actions d'études par rapport à un projet de méthanisation, d'actions d'aide à l'acquisition de dispositifs qui vont être annexes ou périphériques autour de l'unité de méthanisation. On parle ici de broyage, par exemple, et dans l'autre projet de station d'avitaillement et de flotte de véhicules GNV. On a également des actions relatifs à un véhicule hybride, à des aires de covoiturage, à l'action d'économie d'énergie finalement de la part de toutes les communes, c'est le remplacement des éclairages publics dont on va reparler juste après, et puis un volet également de communication, fléchage des déchetteries, exposition itinérante, éducation à l'environnement, et aussi quelques actions déchets avec la possibilité d'acquérir des composteurs. Cette petite vision sur les 19 actions des 2 labels TEPCV devrait permettre, selon nous, de vous montrer déjà qu'une collectivité très rurale peut agir. Donc en quelques mots, nous avons affaire à un territoire très rural. C'est ma façon de le dire qu'elle a une faible disposition. On peut penser qu'elle a une faible prédisposition à être pionnier bas carbone. Elle a une forte volonté de développement, c'est son souhait, d'investir tous les jours. Alors, avant de passer à quelques zooms sur quelques actions, est-ce que mes voisins, vous souhaitez annoncer un petit mot sans obligation? Voilà, Bruno Faure est toujours là, et Anne également. Nous avons choisi un mode de présentation avec un seul ordinateur, donc on pivote. Alors, on liste un petit peu vos questions qui arrivent, et puis après la présentation des 3 actions, on fera un premier temps d'échange si vous en êtes d'accord.
Alors voilà, 3 actions que j'ai choisies parmi les 19 de TEPCV. On peut on peut les qualifier d'actions à portée de main. On parle d'éclairage public, d'installation photovoltaïque et d'aires de covoiturage. Alors ici, le premier objectif, c'était en fait de profiter du fait que le syndicat départemental d'électricité avait la possibilité de cofinancer ces grandes actions de remplacement des éclairages publics des communes, par des éclairages plus performants et moins énergivores. Là, la collectivité s'est saisie de la possibilité de cofinancer par 25% du programme. Elle a pu finalement, en s'impliquant, elle, au nom ou grâce au fait qu'elle allait chapeauter ça pour l'ensemble de ses communes, elle allait déclencher le cofinancement du syndicat départemental à hauteur de 25% et TEPCV qui est venu apporter 750 000 €. Avec un accord de reversement de 25% par les communes à la communauté de communes. Donc la communauté de communes a permis d'activer ces financements et a permis, vous le voyez, de remplacer 1625 points lumineux de façon à les remplacer par des LED, des sodium haute pression. Ça a fait une économie, quelque chose comme plusieurs milliers de kilowattheures économisés, plusieurs dizaines de milliers d'euros, donc entre 40 et 60 en fonction du mode de calcul. Et on a une estimation des émissions de gaz à effet de serre évitées de l'ordre de 23 tonnes, sont toujours des tonnes en moins sur le bilan carbone du territoire. Donc un petit détail sur les exemples, alors quelques photos de faible taille. Vous avez ici des vues après travaux où vous ne voyez pas une rangée de lampadaires allumés aux heures avancées de la nuit. Voilà, le montage, par exemple, pour la commune de Plot, qui est une de nos communes sur le territoire, l'avantage se situe de cette façon-là. Avant une certaine puissance installée, la puissance va être réduite quelque peu. Des durées d'éclairage qui ont nettement diminué, 4100 heures par an à 2300 heures. Un coût global avant de 6200 et après de 3800. Donc ça consistait en quoi, hein, c'est la partie centrale de la présentation, travaux 2016. Un dispositif d'extinction, et puis un remplacement des points lumineux et un temps de retour de 3 ans au global. Et même si on prend simplement le système d'extinction qui permet d'avoir un retour sur investissement facilement d'1 an. Première action, vous l'avez sans doute vu, il s'agit de l'action qui a généré la plus grande partie du financement du label TEPCV, 1 million d'euros en dépenses totales. Le deuxième point qui nous paraissait important, c'était de faire un zoom sur cette fameuse mobilité. Un territoire rural tel que le Pays de Salaire, qui est entre les bassins de vie Mauriac et Aurillac, fait partie de ces territoires qui sont dépendants de la voiture individuelle. On a bien sûr quelques transports en commun, des bus, du conseil départemental, qui restent malheureusement difficiles à adapter à tous les besoins de déplacement de tous les déplacements domicile-travail notamment. Donc on avait une situation avec des aires qui étaient non aménagées, non sécurisées, j'ai envie de dire sauvages, vous voyez ce que ça peut impliquer, sur la route départementale qui relie Aurillac à Mauriac. Et le souhait de la Comcom, ça a été donc de faciliter le covoiturage, de sécuriser son développement. Donc il a été possible de financer une étude, des travaux. Là encore, le TEPCV vient financer 70 à 80%, aménager et flécher les aires de covoiturage. Et on peut estimer qu'au global, on va avoir des kilomètres de voitures individuelles thermiques, à moteur thermique, qui sont évités, et donc des émissions de gaz à effet de serre aussi qui sont évitées. Et la troisième petite action accessible, alors j'appelle ça des petites actions, pardonnez-moi, car elles sont très importantes dans le global de la stratégie. On va ensuite parler du projet de méthanisation, mais chacune de ces actions permet au final de réduire, alors on ne peut pas dire significativement, mais de participer à réduire le bilan carbone du territoire. Donc à côté, non loin de Salaire, dans une zone rurale, vous voyez quelques éléments de photographie. On a une zone d'activité qui s'appelle la zone d'activité 360 degrés, qui héberge sur 11 hectares des bâtiments HQE qui permet aux entreprises qui s'installent de bénéficier d'avantages liés à la zone de revitalisation rurale dont je parlais tout à l'heure. On a aujourd'hui une brasserie,
On a aujourd'hui une déchetterie qui s'est installée là. On a, alors je n'ai pas tous les détails, mais n'hésitez pas à me compléter. Chad Azégaz qui s'est installé, transport de produits sanguins, un menuisier. Voilà, c'est une zone d'activité qui est en mode de développement. Eh bien, sur cette zone d'activité, la collectivité a installé un hôtel-entreprise qui permet d'accueillir des personnes dans des bureaux, mais également dans des locaux, dans des ateliers techniques, et qui a hébergé, vous le voyez hein, se dessiner devant vous, qui a hébergé une installation photovoltaïque qui permet, alors pardonnez-moi, je bascule voilà, qui permet de bénéficier d'économies de gaz à effet de serre grâce à une installation photovoltaïque en toiture. Donc là aussi, une capacité d'une collectivité à développer une offre auprès des structures, entreprises ou différents services qui s'installent, tout en profitant de ces toitures, de ces bâtiments pour installer du photovoltaïque. Donc je vous ai mis quelques chiffres ici pour mesurer un petit peu la contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, je souhaitais faire une sorte de synthèse sur le fait que, à l'échelle des moyens de cette collectivité, et c'est le cas, à mon avis, à notre avis, on fera un petit point, un petit tour de table tout à l'heure, c'est le cas de toutes les collectivités qui souhaiteraient s'investir dans ces stratégies. Il est possible donc de mobiliser tous les outils que vous voyez un petit peu listés sous cette diapositive. Donc, on a une grande importance, de notre point de vue, sur la veille aux appels à projets. Donc, j'en parlais avec Anne Rimez, la directrice. Il est vrai que l'appel à projet TEPCV a permis de donner un second souffle à des actions d'économie d'énergie qui avaient déjà démarré avant la campagne de projet TEPCV. Et puis, vous voyez, il est possible aussi, et il est conseillé, en fait, de solliciter le conseil qui est à votre disposition le plus en amont possible, et éventuellement, en plus du conseil en amont, d'avoir de l'accompagnement. Donc, c'est vrai pour éventuellement l'ingénierie que vous avez en interne. Vous pouvez, les collectivités, recruter un assistant maître d'ouvrage. Vous pouvez confier à la maîtrise d'œuvre, vous pouvez imposer à votre maîtrise d'œuvre dans les différentes réalisations de travaux, d'aménagement, de bâtiments, d'avoir ce regard sur les émissions de gaz à effet de serre et le bilan carbone. Et puis, vous avez tous les services, les associations qui sont à votre disposition. Donc, dans le cadre du département du Cantal, et on va avoir des systèmes analogues dans tous les territoires, vous avez la direction départementale des territoires, vous avez le syndicat départemental d'électrification, vous avez vu intervenir, vous avez les CAUE, vous avez les espaces info-énergie, chez nous, l'association Énergie 15, vous avez le CAUE qui apparaît 2 fois, vous avez finalement une multitude de services que les collectivités, notamment les petites collectivités, peuvent solliciter. Chez nous, et ça devrait être le cas dans tous les départements, un comité départemental pour la transition énergétique, un CDTE, se réunit régulièrement pour donner de l'information, collecter les projets et puis leur donner corps, leur donner vie. Donc il y a de nombreuses solutions de financement, je vais un petit peu les détailler derrière. Il existe de nombreux dispositifs dans lesquels il est recommandé en fait d'intégrer ce volet gaz à effet de serre et consommation d'énergie. Alors, on continue à noter vos questions. On vous entend. Enfin, on ne vous entend pas, on vous lit. Je termine. Ensuite, on fera un moment d'échange à vous présenter ces quelques éléments. L'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, insiste, et qui est partenaire du sommet virtuel du climat, insiste pour apporter son aide à la décision, notamment en cofinançant des audits, des études de faisabilité. On a un système de contrat de performance énergétique qui est incité et qui permet finalement à vos prestataires de travaux, de fournisseurs d'énergie de vous garantir des réductions d'émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d'énergie. Et il y a régulièrement, par les délégations régionales, les délégations nationales, des appels à projets qui peuvent vous permettre d'entrer dans l'action par rapport à toutes, notamment les solutions d'énergie renouvelable qu'on a listées ici. Donc, votre interlocuteur à l'ADEME, ça va être la direction régionale et les missions territoriales. Vous avez ensuite un certain nombre d'outils qui sont
mis à disposition ou coordonné à l'échelle de chaque conseil régional, un schéma régional pour l'aménagement, le développement durable et l'égalité des territoires, le fameux SRADET, hein, qui est soit validé, soit en cours dans certaines régions, et qui fixe des objectifs de réduction de consommation d'énergie, d'émissions de gaz à effet de serre, et puis de développement des énergies renouvelables. Il y a l'outil TEPOS, Territoire à énergie positive, qui permet également, par l'intervention du conseil régional, de financer de l'ingénierie. Il y a également, donc c'est le cas du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, le financement d'observatoires et d'analyse de données qui permettent de gagner du temps lorsqu'on fait les diagnostics gaz à effet de serre pour savoir quel est l'état des lieux et à quelle vitesse on peut espérer réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et vous voyez que, encore une fois, avec l'exemple de l'Auvergne, de l'Auvergne-Rhône-Alpes, des appels à projets énergie renouvelable, un fonds d'investissement dans lequel le conseil régional participe, c'est OSE, et puis des actions relatives à la mobilité décarbonée. Alors tout ça, bien sûr, nécessiterait des heures et des heures de webconférence pour intervenir. Et je passe en revue également la possibilité de faire appel à la Banque des territoires, hein, qui est un établissement public au service de l'intérêt général des territoires, qui est prêteur, qui est investisseur, qui est partenaire. Vous le voyez un petit peu détaillé ici. J'ai vu que la Banque de territoire faisait partie notamment des intervenants des précédentes webconférences. Donc je pense que dans le cadre des formats d'1 h 30 qui ne nous permettent pas de rentrer dans tous les détails, vous pouvez utilement retrouver quelques détails dans d'autres conférences. Et puis le contrat d'économie d'énergie, dans lequel, alors voilà, est-ce que vous le savez déjà tous, parmi tous les spectateurs de cette formation, sachez que les obligés, les fournisseurs d'énergie sont obligés, on les appelle des obligés, doivent faire des économies d'énergie à ceux qui la consomment. Il y a une liste de travaux éligibles et en la parcourant, vous allez vite constater que certains des projets, certains des travaux que vous envisagiez font partie des travaux éligibles. Les obligés, donc vos fournisseurs d'accès, obtiennent des contrats d'économie d'énergie qu'ils ont achetés aux consommateurs, et finalement la collectivité pour se retrouver à avoir des intérêts financiers importants pour mettre en place ces projets-là. Donc il y a un registre en ligne accessible à tous, moyennant création d'un compte, et vous pouvez comparer en ligne les différents contrats qui sont aujourd'hui en temps réel disponibles et qui vous permettraient de cofinancer des actions à venir. La dernière liste, qui vise surtout à vous donner des envies d'aller en chercher davantage, d'aller en savoir davantage, notamment dans les départements dans lesquels vous êtes et dans les régions dans lesquelles vous êtes. Vous voyez qu'il existe des dispositifs nationaux. Donc, le dispositif Citergie, qui est un dispositif qui permet d'obtenir finalement par les collectivités un accompagnement de la part d'un conseiller Citergie qui a été formé pour ça, pour de l'accompagnement quasiment au quotidien. Et l'ADEME accompagne financièrement l'accompagnement de la collectivité pour le recrutement de ce conseiller. Voilà, Citergie. Climat pratique, un autre outil qui se trouve très facilement, hein, vous allez avoir des informations en ligne, un outil d'aide à l'élaboration de la mise en place de ces fameux plans climat, air, énergie et territoire. Ça vous permet de faire un autodiagnostic. Alors je regarde mes voisins qui n'ont pas forcément l'obligation de réaliser un PCAET, car on est dans des seuils d'habitants qui ne le permettent pas, mais qui pourraient faire des autodiagnostics peut-être plus rapides, de façon à avoir la certitude que les principaux secteurs d'émissions de gaz à effet de serre sont ceux qu'on a évoqués en début de présentation. Voilà, DETR, DSIL, contrat ruralité, ce sont des outils, donc dotation équipement des territoires ruraux, dotation de soutien à l'investissement local. Ce sont des dispositifs qui nous sont régulièrement rappelés dans le cadre des comités départementaux à la transition énergétique. Et le conseil, si on commence à donner quelques conseils, c'est que vous tous qui êtes des collectivités et qui vous disiez quelles sont vos capacités à agir, c'est d'aller les solliciter. Vous voyez que dans le Cantal, on a des dispositifs spécifiques. Vous allez probablement retrouver d'autres types de dispositifs en allant notamment solliciter votre comité départemental. Voilà, la dernière, je dis toujours c'est la dernière, parce que finalement, j'avais prévu. C'est donc la plupart d'entre vous êtes déjà impliqués, donc que ce soit des communes, des communautés de communes, vous êtes déjà probablement impliqués dans un PLU, un PLU, à réviser, à élaborer, éventuellement dans un PLUI,
un plan local d'urbanisme donc. Certains d'entre vous, on le voyait en début de présentation dans le chat, sont impliqués dans le cadre de programmes Habitat, pourquoi pas de programmes de déplacement urbain. Eh bien, vous le savez probablement déjà, mais il est important de bien penser que les actions à mettre en place dans le cadre de ces stratégies bas carbone ont tout intérêt à être intégrées dans ces documents et à être finalement en lien et compatibles les uns avec les autres. Donc les SCOT, les PCAE-T et les plans de prévention de l'atmosphère qui sont mis en place au niveau intercommunal, ce sont des cadres, mais aussi des outils pour ensuite déclencher des actions concrètes dans chacune de vos collectivités. Donc vous voyez dessiné ici toutes les strates des documents d'urbanisme et des documents de planification qui peuvent être mis en place. C'est finalement une sorte de conseil également, c'est que les démarches que vous avez déjà entreprises dans le cadre de vos différentes collectivités sont en fait toutes potentiellement des leviers pour faire des actions pratiques telles qu'on vient de le voir au Pays de Salaire. Alors voilà le moment où on peut essayer de retrouver quelques questions que vous nous aviez posées. Alors, je crois qu'il y a eu... Alors, donc la question c'était, est-ce qu'il y a des actions pour corriger peut-être certains défauts de l'agriculture conventionnelle? C'est ça. L'émission des gaz à effet de serre. Voilà. Alors, je vois que Bruno est prêt à proposer une réponse. Oui, bonjour. Dans le cadre de la présentation de notre territoire, déjà, on a ce qui n'a pas forcément été dit, c'est un territoire de montagne. On a des altitudes qui vont de 600 mètres à 1700 mètres, donc on est sur une agriculture extensive avec deux volets, un volet production laitière, production d'AOP, et d'autre part production allaitante, avec, là, il est vrai, essentiellement de la production d'animaux maigres qui sont vendus à l'extérieur du département pour pouvoir être engraissés, parce qu'on a peu de capacité à faire d'autres types de production sur le territoire. Ceci dit, dans le cadre du programme qui a été conduit, notamment sur la méthanisation, on l'a imaginé sous la forme de développement local et en visant l'autonomie des exploitations. Voilà tout le travail qui a été fait autour de ça. Et puis, on essaie bien évidemment de travailler aussi sur de la diversification. Mais chez nous, effectivement, en zone de montagne, on a à la fois la partie dans les vallées où on a les exploitations, les bâtiments, et les animaux partent en montagne durant la saison estivale, sauf les laitières, bien évidemment, qui restent à proximité des bâtiments pour la fabrication de fromage. Merci. Merci Bruno pour ce petit complément. Donc on avait un certain nombre de questions qui visaient en fait à dire que, étant donné le profil du territoire qui est très rural, quelles sont les actions possibles ou pourquoi il n'y a pas eu d'action dans le cadre des TEPCV qui visaient en fait à modifier le système agricole finalement, c'est un peu ça. Quelles sont les questions que vous aviez posées et que Anne a notées, c'est quelles sont les marges de manœuvre pour les collectivités pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole. Voilà, j'essaie de relire à nouveau vos différentes questions. Encore des questions? Oui, j'ai encore des questions sur l'agriculture. D'accord. Voilà. Donc, alors, le temps que je réfléchisse à ma question, Bruno. Oui, donc pour expliquer sur la méthanisation, hein, on a essayé d'imaginer cette opération en termes de développement local. Donc, outre la méthanisation en termes de process, par exemple, ce qui a été vu, c'était de travailler à la fois avec un industriel, à la fois avec les agriculteurs, d'une part pour regrouper les agriculteurs, et puis d'autre part, imaginer comment favoriser l'autonomie en limitant l'impact, j'allais dire même, de la méthanisation, parce que ce qui coûte cher, effectivement, dans des territoires peu denses comme les nôtres, ce sont les transports. Les transports de marchandises, le transport des hommes, c'est extrêmement coûteux et j'allais dire positif en termes d'émissions de gaz. Donc la volonté a été de mailler le territoire en méthaniseurs de petite taille pour limiter effectivement le transfert enfin, on va dire les transports. Et puis sur l'autonomie agricole, en fait, c'est l'entreprise qui vient chercher les matières sur les exploitations et qui les ramène en tête de champ. Ce qui fait que si l'agriculteur avait à faire cette manipulation-là supplémentaire, on limite comme ça le nombre de kilomètres, les émissions de gaz et puis également le travail de l'éleveur. Merci beaucoup. Ce qui me faisait hésiter à vous répondre sur la question du monde agricole, c'est qu'effectivement, c'est le principal poste d'émission de gaz à effet de serre, et c'est justement, ça va être l'objet en fait de notre
troisième partie, parce qu'effectivement, il y a un enjeu important. On est au pays de salaire, donc c'est le nom d'une vache, et donc il y a effectivement quelque chose à faire. Donc quand vous demandez quelles sont les marges de manœuvre pour la collectivité, ce que nous allons présenter, c'est une possibilité, mais effectivement, vous allez peut-être pouvoir en proposer d'autres qui vont être du type conseil agricole, conseil technique, éventuellement conversion du système agricole, qui est, alors c'est peut-être pas à moi de répondre là-dessus, mais qui sort probablement du champ de compétences d'une collectivité. Voilà, donc on va aborder à toutes les questions sur la méthanisation sur lesquelles on a une grande partie de la présentation d'aujourd'hui. Alors, certains se demandaient quelles étaient... Alors, j'ai eu une remarque sur le fait que les panneaux photovoltaïques ne permettent pas de réduire les gaz à effet de serre. Vous avez probablement vu que les émissions de gaz à effet de serre de cette installation, les émissions évitées étaient relativement faibles. Ça vient du fait qu'effectivement, en France, on a un contenu carbone moyen de l'électricité qui est relativement bas, car il vient en grande majorité de l'électricité nucléaire. Et quand on convertit, quand on remplace une électricité moyenne France qui est relativement bas carbone par une autre électricité en photovoltaïque qui est également bas carbone, on a en fait un gain carbone relativement faible. Il est quand même favorable, ce gain, le gain est positif, voilà, mais relativement faible, et il ne permet pas de prendre aussi en compte le fait que la collectivité devient en partie autonome et en partie autonome, j'ai dit, et également relativement indépendante en énergie. Voilà, on a cet avantage aussi pour le projet photovoltaïque. Alors, oui, excusez-moi. Il y avait une question sur l'éclairage public. Oui. Oui, donc il y a un participant qui a posé une question sur l'éclairage public et le système qu'on avait utilisé pour le faire financer dans le cadre de nos conventions TEPCV. Donc, effectivement, l'éclairage public est resté de compétence communale et ce sont les communes qui ont pu bénéficier des fonds TEPCV. Le système qu'on a utilisé et qui avait été validé à ce moment-là par le ministère, c'était une convention tripartite entre le syndicat d'électrification du Cantal, les communes et la communauté de communes qui a globalisé l'action au niveau du territoire, qui a permis de flécher les actions prioritaires sur les communes et en globalité, mais je pense que vous avez vu la diapo, on a changé l'équivalent de la moitié du parc d'éclairage public du Pays de Salaire avec une économie relativement substantielle en termes de consommation et après en termes d'investissement. Il y avait aussi une question sur les créations de services et des services environnement au niveau des communautés de communes pour mener à bien ce type d'action. Et sur le Pays de Salaire, ce type d'action n'avait pas été financé dans le cadre de TEPCV. Et nous n'avons pas sollicité de financement auprès de l'ADEME parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas de mémoire. Je vois dans les réponses que vous avez affichées que peut-être que dans le cadre des TEPOS, cette fois-ci, une partie des frais d'emploi peuvent être financés par l'ADEME. Voilà, merci pour ces précisions. Je vous ai parlé tout à l'heure du dispositif Citergie, qui aussi a pour but d'avoir un accompagnement. Alors, c'est quelqu'un qui reste en externe à la collectivité, qui peut être déclenché. Disons que le dispositif peut être mis en place, pas dans toutes les situations, mais on peut imaginer que votre collectivité, pour les personnes qui se posaient la question, puissent trouver une solution par ce biais-là. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un que vous aurez en interne dans votre collectivité, mais c'est quelqu'un qui va vous suivre, qui vous sera fidèle, on va dire, qui connaîtra chaque année un peu plus vos projets et vos activités finalement. Alors, on va reparler donc beaucoup du monde agricole qui faisait l'objet de beaucoup de vos questions. Voilà, une petite question également pour que vous ne croyez pas que vos questions restent sans réponse. L'autostop organisé est une solution séduisante. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que quelque part, il continue à être possible. L'action de la collectivité, c'était de dire on voudrait éviter les accidents et on voudrait également faire en sorte que les personnes ne renoncent pas au covoiturage en se disant bon, je prends des risques, voire même je vais me salir les chaussures en m'arrêtant en bas de route, sur le bas-côté. C'est vraiment ça, mais sans obliger les gens à fonctionner différemment d'avant. Donc il y a le côté un peu
sur la forme. Ensuite, effectivement, quel que soit le mode de connexion entre la collectivité n'a pas de préférence. Vous avez peut-être vu en bas d'une diapo que la collectivité avait un service sur son site internet un petit peu spécifique en interne pour essayer de mettre en relation les personnes. Cette page de covoiturage à l'échelle du pays de salaire était relativement peu utilisée parce que en parallèle, au même moment, Blablacar a complètement explosé et maintenant il est d'usage de fonctionner via les mises en commun par Blablacar, mais en s'arrêtant et en se donnant rendez-vous dans les aires de covoiturage qui ont été aménagées. Alors, je vous propose, étant donné l'heure également, puis après avoir également apporté quelques éléments de réponse, de poursuivre sur ce fameux projet dont Bruno Faure vous parlait, hein, et dont on a parlé en introduction. Donc, effectivement, vous allez voir qu'il y a un projet d'envergure qui permet de modifier un peu les pratiques finalement agricoles. C'est un projet de méthanisation collective, c'est un projet d'envergure qui a nécessité des investissements importants et qui est structurant pour le territoire et qui n'est pas hors de portée manifestement puisqu'il s'est déroulé. Alors, quelques éléments historiques. On va procéder de la même façon. On va vous présenter, on va vous raconter l'histoire finalement, et puis là, on aura un grand intérêt à écouter le témoignage d'Anne Rimez et Bruno Faure. Donc le projet, en fait, on peut considérer a démarré dans les années 2010, et c'était le grand chambardement sur les projets éoliens. Ce grand chambardement a permis probablement à la collectivité de faire ses premiers contacts. Quels sont mes potentiels d'énergie renouvelable sur le territoire du pays de Salaire? Les zones de développement éolien ont eu un arrêt. La communauté de communes, donc en 2012, disparition des zones de développement éolien, les projets de la communauté de communes ne pouvaient plus se développer sur cette énergie renouvelable-là. Ça devenait du ressort des promoteurs et des communes. Et c'est là qu'est venu un intérêt pour ce potentiel méthanisation. Et encore une fois, au pays de Salaire, au pays de la Salaire, l'énergie renouvelable qui est probablement la plus évidente sur ces territoires d'élevage, c'est probablement la méthanisation. Donc, on vous a mis quelques éléments. Pays de Salaire, 520 exploitations, quasiment que de l'élevage allaitant, ou voilà, très peu, de laitiers, de grandes surfaces de SAU, de nombreux éléments, de nombreux UGB, unités gros bovins, donc beaucoup d'animaux. Et puis, ce gisement méthanogène de la part de l'élevage était aussi, et on le sait aussi parce que c'est de la compétence des collectivités telles que le pays de Salaire, était notamment les déchets verts en déchetterie. Donc, assez rapidement, une étude d'opportunité en 2013 a été commandée pour faire des études sur le terrain, des analyses de matière, du potentiel méthanogène. Et encore une fois, comme je vous le disais en introduction, cette démarche-là de la collectivité est apparue avant la démarche TEPCV. Donc, suite à cette étude d'opportunité, plusieurs sites ont été pressentis. Le but était en fait de venir répondre aux besoins énergétiques communaux, donc spécifiquement ici, fourniture de la chaleur, un autre endroit, fourniture du compost, éventuellement ailleurs, production de froid. Et donc la société Salaire Biogaz s'est montée, on va en reparler un petit peu tout à l'heure, de façon à mettre en place des unités de méthanisation, comme le disait Bruno Faure tout à l'heure, qui étaient pas gigantesques, mais des unités quand même importantes dans la mesure où elles sont collectives et elles permettent de mettre en commun les effluents de plusieurs exploitations agricoles. Donc, lors d'études 2013, 10 sites potentiels ont émergé. L'idée, c'était peut-être de réussir à mobiliser 20% de la matière présente, ne pas aller chercher plus loin que 5-10 km, et puis se retrouver avec des unités qui fonctionnent avec quelques dizaines de milliers de tonnes par an. Et donc d'inclure les déchets verts du territoire. Et assez rapidement, la cogénération a été envisagée, c'est-à-dire la production d'électricité et de chaleur par une cogénératrice. Donc le biogaz est capté et est transformé par une cogénératrice en ces deux types d'énergie renouvelable. Et il est également devenu de plus en plus concret, et donc là c'est le cas, de fabriquer du carburant, du gaz naturel pour véhicules, GNV, qui permettrait de faire rouler quelques véhicules. On va vous en reparler. Donc le principe,
et c'est toujours le cas, de signer une convention entre les agriculteurs et la société Salaire Biogaz, qui exploite les unités, pour venir collecter les effluents, les utiliser, et ramener le digestat qui sera épandu sur les parcelles. Les agriculteurs sont rémunérés sur la qualité méthanogène. Il y a une part fixe et il y a une part variable. Et la société Métajoule, qui est à l'origine de l'étude d'opportunité et qui a co-créé Salaire Biogaz, on va vous en reparler un petit peu, cette société donc rémunère les agriculteurs, comme je vous le disais, en fonction de la qualité méthanogène des produits collectés et en prenant en compte donc, un suivi fin voilà, des mesures des matières en surveillant également la qualité des digestats qui seront épandus. Alors je m'interromps encore une fois pour une question technique. Alors écoutez, pardonnez-moi, je voulais vous faire patienter le temps qu'on bascule de diaporama en vous proposant de voter à nouveau. Le vote consiste à savoir si parmi les personnes, alors vous étiez une cinquantaine tout à l'heure, parmi les personnes qui sont présentes, en vous considérant vous en tant que personne, vous habitez tous sur une communauté de communes, est-ce que vous pouvez nous indiquer si votre communauté de communes est entrée en transition bas carbone comme l'est le Pays de Salaire? Est-ce qu'elle est au tout premier pas de sa transition bas carbone? Et également, est-ce qu'elle est en réflexion? Ou est-ce qu'elle est peut-être à contre-courant? Alors je vous laisse quelques minutes et je retrouve le... Voilà, vous voyez la suite de la présentation et je vais vous donner les résultats du vote. Alors, on a comme tout à l'heure des votes qui sont très peu nombreux, c'est qu'en fait, ça met du temps à arriver. Donc, le temps que vous fassiez vos réponses, je voulais simplement vous dire, donc, à mi-chemin, à mi-parcours de la présentation, on va continuer à vous présenter la façon dont ce grand projet de méthanisation s'est déroulé sur le Pays de Salaire. Et on aura un temps plus important que sur la première partie de la présentation d'échange où vous pourrez solliciter notamment Anne Rimez, la directrice du Pays de Salaire, et Bruno Faure, le président de cette communauté de communes. Alors, pour ne pas vous faire trop attendre, ce qu'on peut voir pour l'instant, vous qui n'avez pas encore les résultats, c'est qu'on a 50% des personnes qui ont répondu qui considèrent que leur communauté de communes est au tout premier pas de la transition bas carbone. 13% sont entrés, donc de façon plus conséquente, telle qu'on a construit les questions. Et puis on en a 35% qui est en réflexion. Et seulement 6% à contre-courant d'une transition bas carbone. Voilà, je vais vous présenter les résultats. Tout le monde n'a pas voté, donc on a un échantillon, je pense, qui est peu représentatif. Mais voilà, les personnes qui se sont exprimées nous permettent d'avoir un aperçu. Est-ce que vous pouvez me confirmer dans le chat que vous voyez les résultats du sondage? Je vois en parallèle que Bertrand a dit il manque la case « je ne sais pas ». Et si vous ne savez pas que votre collectivité est intégrée dans une stratégie bas carbone, je pense qu'elle ne l'est pas. Sinon, probablement qu'elle communiquerait sur ses actions. Alors, personne ne me répond sur le fait que vous avez bien une vision sur le chat, mais probablement que vos messages nous arrivent avec quelques secondes de décalage. Ah, vous ne voyez pas le résultat. Partagez les résultats. Merci à Blandine de m'avoir indiqué que j'avais oublié de présenter les résultats. Voilà, donc vous avez quelques résultats de sondage, encore une fois, plutôt non représentatifs. Alors, on va pouvoir continuer la présentation, et cette fois, il n'y aura plus d'interruption de support de présentation. Merci à vous pour votre interactivité silencieuse. On ne peut pas vous entendre. Donc, les intérêts qui sont d'ores et déjà à présenter pour ce type d'unité de méthanisation et qui, vous allez nous le dire, Anne et Bruno, vous ont convaincu de l'intérêt de se lancer dans ces projets. C'est valoriser la matière du territoire. On avait un déchet, on en fait une ressource,
Alors, ce n'est pas tout à fait vrai parce que déjà, bien sûr, les effluents d'élevage sont épandus de façon à amender les terrains, mais on peut considérer que ça reste dans la catégorie des déchets. Ça permet de décharger l'agriculteur d'un ensemble de travaux qui n'ont pas de valeur pour lui. C'est ce que disait Bruno Faure tout à l'heure. Le transport des déjections jusqu'au lieu d'épandage est fait en fait par la structuration de l'unité de méthanisation, et en plus le stockage des effluents lui-même se fait en fait aux abords de l'unité de méthanisation. Il y a ensuite un intérêt agronomique. En fait, le fait pour les éleveurs de pouvoir épandre du digestat de méthanisation et pas leur fumier, dans le cas du pays de Salaire, ça permet d'avoir un produit qui est plus directement utilisable. Hein, la partie azote minéral est plus importante, et donc voilà, on a davantage de matières directement utilisables pour la pousse des prairies. La pousse de l'herbe de prairie, pardon. Et ça augmente également, on peut considérer que ces 9 exploitants, qui sont notamment dans la première unité, sont tous impliqués dans un projet collectif. Les effluents d'élevage sont mis en commun, sont ensuite épandus, et donc les contrôles à l'arrivée des matières et au départ sont en fait contrôlés régulièrement. On peut considérer que ça contribue à améliorer la qualité sanitaire des troupeaux qui sont fédérés dans ce type de projet. Voilà, évidemment, les intérêts directs sont de produire des énergies locales, renouvelables, pérennes, utilisables sur le territoire à moindre coût. Donc là, en fait, on répond un peu à votre question de tout à l'heure. Le pays de Salaire est un territoire d'élevage. Ce sont des ruminants qui donc produisent du méthane principalement, hein, et génèrent de grandes quantités également de protoxyde d'azote, le N2O, c'est l'autre gaz à effet de serre qui est émis en quantité importante par le monde agricole, ce qui fait que le bilan carbone du territoire est important. Et ce CH4, méthane, et ce N2O, ce protoxyde d'azote, se retrouvent mieux contrôlés dans le cadre d'un projet d'unité de méthanisation. Donc vous avez raison dans la mesure où on ne se met pas à modifier le fonctionnement de chaque exploitation agricole en dehors de sa gestion finalement du bilan azoté. Voilà. Et les émanations de méthane qui auraient pu avoir lieu sur la fumière, au moment où c'était stocké chez chacun des 9 exploitants, se retrouvent au contraire maîtrisé. Évidemment que l'installation de méthanisation est couverte, et donc ce méthane, c'est bien pour ça qu'on le valorise, est capté. Donc ça a une quantité de méthane atmosphérique qui est réduite. Un petit mot sur les effets, les intérêts indirects, eh bien, c'est de soutenir les filières agricoles. On peut considérer que les 9 exploitants qui sont intégrés dans le premier projet y ont trouvé un intérêt. Vous l'avez vu, ils sont rémunérés sur cette partie-là. Et puis, il y a le fonctionnement collectif qui présente des intérêts que probablement vous voyez tous. On a aussi signalé qu'il y a d'autres corps de métiers qui sont finalement soutenus. On en a parlé récemment. Il s'agissait de construire une unité de méthanisation. Vous verrez quelques photos. Ce sont des bâtiments, ce sont de la technique. On a aussi des chauffeurs. Et donc, on a des emplois créés. Et même si le nombre d'emplois créés est de 3, mais en phase de travaux, on avait des entreprises locales qui ont pu travailler. Et ces projets présentent aussi un modèle de gouvernance innovant avec la collectivité. Vous allez voir que la communauté de communes du Pays de Salaire se retrouve partie intégrante dans des sociétés qui permettent de gérer ces installations. Donc elles ont la capacité d'influer, de contrôler, de faire avancer finalement. Donc voilà, des effets indirects, on peut résumer ça sur la forme vers l'indépendance énergétique du territoire et vers la transition bas carbone. C'est l'objet en fait de toute cette présentation. Donc voici un aperçu de la première unité de méthanisation qui fonctionne actuellement à Saint-Bonnet de Salaire, donc qui est une commune non loin du village de Salaire. C'est un dispositif en voie sèche discontinue, donc ce sont des fumiers qui sont intégrés. Vous le voyez un peu plus bas. Il y a 4 garages qui entrent en production de façon décalée, chacune une semaine, et au final, ça permet de lisser la production. Donc, on appelle ça discontinu parce que dans chacun des 4 garages, la production s'arrête, puis recommence. Mais lorsque dans un garage, ça s'arrête, le garage d'à côté est en production. Ça permet de valoriser jusqu'à 16 000, plus même, tonnes d'intrants. Il y a les fameux 9 exploitants dont je vous parlais, et on a quelque chose comme 3/4 de fumier bovin, des sous-produits de fermentation, et puis de la paille déclassée. SBZ1, son nom de code, Saint-Bonnet de Salaire, Salaire Biogaz, à Saint-Bonnet de Salaire, a fonctionné au départ avec un moteur de 150 kW qui a été doublé à 500, et on a finalement une production de 3 gigawattheures d'électricité par an. Le coût est de 3 millions d'euros.
Donc c'est ce qu'on appelle un gros projet, contrairement peut-être aux autres actions dont je parlais en première partie. Et ça permet de fournir, hein, comme vous le voyez, 2 gigawattheures d'électricité par an, 1,5 gigawattheures de chaleur à destination de la laiterie voisine. Donc ça fait partie des besoins locaux que vous avez vu passer tout à l'heure. À quelques dizaines de mètres de cette installation, il y a la laiterie de Saint-Bonnet de Salaire, qui fabrique du fromage, qui collecte du lait, bien sûr, et qui avait besoin en partie de froid, pour respecter la chaîne du froid, et en partie aussi de chaleur pour les process de fabrication. Et là, il y avait une valorisation de la chaleur qui était possible et qui s'est mis en place. Donc voilà un calcul pour les experts qu'on a en ligne du bilan carbone. Alors ici, moi-même, hein, qui suis donc consultant carbone, je n'ai pas fait moi-même les calculs, j'ai simplement repris ce qu'il y avait comme calcul par salaire biogaz dans dans le dossier de demande d'enregistrement ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement. Vous voyez que avec l'outil qui s'appelle l'outil DIGES, qui est fréquemment utilisé, on a possibilité, bien sûr, l'unité de méthanisation émet des gaz à effet de serre, donc les émissions de l'unité de méthanisation, catégorie A, la fabrication, qu'on étale ensuite sur sa durée de vie, et puis le process d'utilisation d'énergie, les allers-retours de camions. Mais voilà. Ah non, les allers-retours de camions, pardon, c'est en catégorie B, émissions de gaz à effet de serre dues au transport des intrants. Et ensuite, vous avez 4 catégories de gaz à effet de serre, CDEF, qui sont en fait des gaz à effet de serre évités. Donc le fait que on gère les matières en confiné, le fait qu'on évite du transport de chaque exploitant au sein de son exploitation, le fait qu'on utilise ce biogaz plutôt qu'une autre énergie qui est parfois fossile, et le fait que le digestat est restitué sur les parcelles et de façon plus assimilable, donc avec des gaz à effet, enfin, de la volatilisation de gaz à effet de serre plus faible. On a une estimation qui est plus de 1000 tonnes équivalent CO2 par an, ce qui est très important. Alors voilà, un petit mot quand même sur le montage. Est-ce que vous m'autorisez à vous donner la parole, Anne, pour le présenter? Oui. Hein, ça vous va? Ça me gêne pas. Allez, merci. Attendez. Alors, on a choisi le low-tech, on n'a qu'un seul ordinateur, donc on se le partage. Voilà. Donc en fait, à l'écran, vous voyez le montage technique de notre projet de méthanisation, qui, comme l'a dit Mathieu, a été porté par une entreprise privée et qui s'est organisé autour d'un cabinet de conseil qui s'appelait Metajoule, et ensuite d'une entreprise qui a été créée pour le pays de Salaire, dans la société de Salaire Biogaz. Donc, afin que donc le projet il remonte à 2013, et à cette époque-là, pour que les collectivités puissent intégrer des structures privées, on a été obligé de prendre un véhicule et on a été obligé de créer une société d'économie mixte, donc la SEM Salaire Développement. Donc, c'est une société qui avait en partie des actionnaires privés, en partie des actionnaires publics, et la collectivité y est entrée en amenant du capital et a souhaité que les communes sur lesquelles il y aurait des projets d'unités de méthanisation puissent aussi participer au capital de la société d'économie mixte. Et c'est ainsi que, à chaque fois qu'on avait un projet, donc que ce soit sur Saint-Bonnet de Salaire ou que ce soit plus tard sur les 4 routes de Salaire qui étaient sur une zone d'activité économique de la communauté, à chaque fois, le terrain a été amené en capital et ça a été en fait transformé en action de Salaire Développement. Donc, la société d'économie mixte Salaire Développement a été un véhicule pour entrer dans Salaire Biogaz et nous a permis de prendre des parts et des actions dans Salaire Biogaz. Ensuite, quand Salaire Biogaz a fait des investissements réels sur le terrain, ils ont été amenés à créer des sociétés dédiées, donc SBZ1 pour la première qui était Saint-Bonnet de Salaire, puis SBZ2 qui est la deuxième sur les 4 routes de Salaire. Donc ça veut dire que nous, communauté de communes,
on maintient une action et un levier sur la société mère qui est Salaire Biogaz, et celle-ci a des répercussions sur à la fois SBZ1 et à la fois SBZ2. Puis, vous avez compris le mécanisme, à chaque fois qu'il y aurait une société de créer, SBZ3, SBZ4, voilà. À chaque fois, la société mère a été obligée de créer des organismes différents, notamment pour un besoin de financement auprès des banques et auprès des financeurs européens. Il fallait qu'il y ait des sociétés dédiées. Et donc, vous voyez aussi que d'un point de vue plus privé, là où nous, on a un peu moins à voir, c'est que le fonds OSE est entré systématiquement dans les deux sociétés, mais n'est pas rentré dans le fonds global Salaire Biogaz. Voilà. Voilà, je savais que vous le diriez beaucoup mieux que moi. Je sais pas si je l'ai mieux dit. Ce que vous m'aviez expliqué aussi, c'est qu'également, récemment, cette façon pour les collectivités de participer à un financement évolue. Et voilà, c'est encore en train de bouger un peu. Il est question que Salaire Biogaz ne soit plus intermédiaire. Alors voilà, il est question que Salaire Biogaz ne soit plus intermédiaire parce que donc vous pouvez constater que les investissements ils sont faits au niveau des sociétés qui en découlent, SBZ1 et SBZ2, donc la question de l'existence de Salaire Biogaz est posée, et aussi l'existence de la SEM Salaire Développement, parce que bon, nous, collectivités, on a créé cette société pour pouvoir intégrer le capital et soutenir les projets. Toutefois, ce sont des structures, on va dire, qui ont un rôle assez mineur une fois qu'on leur a enlevé le rôle d'intégration du capital. Et aujourd'hui, la loi permet que les collectivités entrent directement au capital dans le monde de la méthanisation, et on envisage de réintégrer le capital et les terrains au niveau de la communauté de communes pour les intégrer directement au sein des deux sociétés SBZ1 et SBZ2. Donc ça vit, et le montage est amené à se simplifier, parce que là vous pouvez constater qu'il y a des relations entre tous les niveaux, et on imagine simplifier ça et pouvoir rentrer directement dans le capital des sociétés qui portent les investissements. Vous m'expliquiez aussi que c'est le prolongement de cette remarque, mais que en fait le montage le montage méthanisation, mais même le montage également, je crois, toute la campagne de remplacement de l'éclairage public, le Pays de Salaire avait le malheur d'être peut-être parmi les premiers du secteur à mettre en place ces actions-là. Et je crois que les conventions, alors est-ce que c'était pour le projet éclairage? Ouais. Les conventions avaient été un petit peu, il avait fallu faire un peu du débroussaillage juridique. Alors ça revient à la question qu'a posée un participant tout à l'heure, et pour lequel son territoire a été refusé au niveau de TEPCV pour tout ce qui était éclairage public. Ouais. On a un peu essuyé les plâtres, on va dire. Et on a monté une convention tripartite commune, syndicat d'élec et communauté de communes, qui a été ensuite reprise au niveau d'autres collectivités du département. Peut-être c'était antérieur à la proposition qu'avait fait l'autre participant. Mais bon, on essaye de trouver des solutions pour que les fonds arrivent sur le territoire. Quitte à essuyer les plâtres. Ouais, c'est ça. C'est cette fameuse expression qu'on comprend aussi. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer que le projet unité de méthanisation peine à se faire, voire échoue, si la solution que vous voyez à l'écran n'avait pas pu être trouvée. Alors, ça nécessite un petit peu parfois de tâtonnement. Et je pense que toutes ces réglementations, tous ces dispositifs évoluent tous les ans. On cherche en fait à rattraper avec la réglementation des solutions qui ont été trouvées ici et là. Donc normalement, aujourd'hui, si vous souhaitez faire la même chose, vous devriez peut-être, enfin quand je dis c'est vous, collectivité, on peut imaginer que vous auriez les coudées un peu plus franches, peut-être pour connaître le montage juridique et puis les outils financiers pour les installer. On va continuer la présentation. Donc, comme on l'a déjà évoqué, vous avez peut-être déjà compris qu'il y a donc une deuxième unité qui est rentrée en production, je crois que c'est juin de cette année 2019. Donc, c'est aux 4 routes de Salaire, c'est à la zone d'activité 360 degrés dont je parlais tout à l'heure. Il s'agit encore de la méthanisation par voie solide. Il s'agit cette fois de fédérer 7 exploitants agricoles, d'utiliser des résidus de culture pour compléter le gisement qui reste principalement des effluents d'élevage. On a cette fois une puissance qui est dès le départ installée de 500 kW et on a un coût un peu plus important.
avec une production, vous le voyez ici clairement estimée, en gigawattheure d'électricité, en gigawattheure de chaleur, qui sera distribuée sur la zone d'activité. Vous le savez peut-être, on l'a déjà un peu évoqué, mais un projet de méthanisation a tendance à être rentable de lui-même par la production d'électricité, et devient encore plus rentable si la valorisation de la chaleur est satisfaisante. Donc là, on a une valorisation de chaleur possible. Vous avez la brasserie 360 qui est à quelques centaines de mètres et qui permet de bénéficier de la chaleur qui pourra être produite, distribuée par l'unité de méthanisation. Et vous voyez également que récemment, la flotte de camions-bennes de la collectivité Pays de Salaire a été remplacée par 3 camions-bennes qui roulent au gaz naturel pour véhicules. Donc, la station d'avitaillement GNV, les camions-bennes également, vous les avez vus passer tout à l'heure dans le cadre du projet TEPCV2. Alors, le bilan. Hein, on vous a préparé un bilan et ensuite, on fera le bilan avec vous qui participez, bien sûr. Donc, le premier bilan, alors je le formule, mais c'est ce que vous me disiez aussi tout à l'heure, hein, je pense, Bruno Faure, les avantages de ces unités, une bonne acceptation pour les riverains, dans la mesure où on n'a pas une unité de méthanisation qui aurait fait des gigawatts de puissance, des gigawatts de puissance. On a quelques unités, alors 3 à 4 gigawatts de puissance, c'est important, pardon, 500 kilowatts de puissance, c'est important, mais on n'a pas une installation, comment on appelle ça, gigantesque. On n'a donc pas de concentration exagérée des quantités en un point donné, ce qui peut produire de nuisances et puis produire des craintes aussi. Hein. On a des rayons de collecte relativement faibles autour des sites, donc certes on met en commun, mais sans exagérer. Et puis on peut imaginer également qu'en cas de panne d'une unité, si un jour on arrive à 10 unités, on peut bien imaginer, c'est le cas d'ailleurs avec 2, que les effluents qui ne peuvent pas être pris dans l'unité qui est en panne ou en maintenance peuvent être valorisés peut-être dans l'unité proche. Le bilan, c'est la satisfaction des éleveurs impliqués. Vous pourrez aussi, on pourra y revenir. 3 créations d'emplois, j'en ai parlé tout à l'heure. Un vrai dynamisme économique local. Phase études, phase travaux, concertation, communication auprès du public. Et on a donc une sorte de ramification, je vais le dire comme ça, par rapport aux problématiques déchets et mobilité. On n'a pas uniquement de la méthanisation pour valoriser cette énergie chimique qui est dans le fumier. On a aussi des bennes déchets qui vont apporter du service aux habitants en allant collecter les déchets, qui roulent avec ce méthane, ce biogaz-là, et qui donc, ça fait du carburant, du diesel fossile utilisé en moins. Donc c'est pour ça qu'on parle de projets structurants qui structurent la collectivité de bout en bout. Alors, un petit mot de synthèse, peut-être plus de ma part sur le volet bilan carbone, qui n'est peut-être pas un indicateur que vous avez en permanence en tête à la direction et à la présidence, mais c'est important notamment dans ce sommet virtuel du climat. On a tous les avantages directs et indirects dont je viens de parler, qui en fait constituent la part la plus importante en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est ce qu'on appelle une stratégie bas carbone. Et pour moi, Bureau d'études environnement et bilan carbone, c'est intéressant de se dire que le fait que cette communauté de communes engage une courbe décroissante sur les émissions de gaz à effet de serre, hein, que vous voyez un peu en dessous, c'est pas le souhait de réduire les émissions de gaz à effet de serre qui a fait le déclenchement de l'action finalement. C'est quasiment un avantage collatéral. Alors, je ne dis pas que ni Bruno ni Anne n'avaient en tête cette. On peut imaginer que ce projet d'unité de méthanisation avec un S permet vraiment de s'inscrire dans ce qu'on appelle maintenant une stratégie locale bas carbone. Donc, je me suis permis de reprendre les deux graphiques qu'on voit souvent passer, notamment dans le cadre des conférences. Vous pouvez regarder la conférence initiale de ce sommet virtuel, lundi dernier, où je pense la délégation du ministère rappelait en fait ce que signifiait ce graphique-là, avec la pente descendante. Il s'agit de la stratégie nationale bas carbone, hein, qui indique que, consécutivement à la signature des accords de Paris, on doit viser une neutralité carbone à l'horizon 2050, c'est-à-dire faire en sorte que la France émette autant de gaz à effet de serre qu'elle n'est capable d'en capter, tout gaz à effet de serre confondu, qu'elle est capable d'en capter dans le cadre des activités humaines. Et vous voyez les 4
grands rectangles, les 4 grands bâtons sur le graphique, ce sont les budgets carbone qui sont attribués, que la France s'est engagée à émettre, des budgets carbone à émettre, et pas plus. Eh bien, voilà. Et à droite, vous voyez que dans les carrés verts, alors j'espère que vous pouvez les lire, sinon en téléchargeant le support, vous pourrez zoomer. Vous voyez que la stratégie nationale bas carbone, c'est écrite en allant jusqu'à indiquer des réductions de gaz à effet de serre par secteur. Pour l'agriculture, c'est 46. Pour la production d'énergie, c'est 100% de réduction. Le but étant donc de cibler des objectifs de réduction de gaz à effet de serre pour chaque secteur. Eh bien, on peut considérer, alors on n'a pas malheureusement tous les calculs définitifs à présenter pour le pays de salaire, mais parce qu'on n'a pas fait donc, de bilan carbone officiel, on peut faire en ordre de grandeur des calculs qui permettent de dire qu'on a cette courbe qui est respectée dans le cadre de ce projet méthanisation pour cette collectivité dont je dressais le profil initial. Donc, vous voyez, dans les incertitudes, je vous disais que le bilan CO2 global du dispositif, donc le dioxyde de carbone, est probablement positif. Le bilan de tous les gaz à effet de serre considérés, donc CO2 plus CH4 méthane plus protoxyde d'azote N2O et les autres gaz également fluorés mais qui comptent pour en faible partie, tous ces gaz à effet de serre sont intégrés dans le calcul que je présentais tout à l'heure et qui présentent un bilan très, alors je ne vais pas dire un bilan positif parce qu'on ne sait jamais si c'est bien d'avoir un bilan carbone positif, je veux dire un bilan carbone favorable. Et la question du stockage carbone également qui se pose, est-ce qu'on est capable, vous voyez que la partie basse du graphique vise à ce que la France devienne de plus en plus en stockage de carbone. Et là aussi, on peut considérer que le fait de prélever les effluents d'élevage et qui auraient été épandus en direct, on les prélève, on les valorise et on les épand une fois transformés en digestat, là aussi, il peut y avoir un impact sur le stockage carbone. C'est ce que j'essayais de présenter comme dernière page, enfin avant la dernière partie. C'est donc qu'on a aujourd'hui, au pays de salaire, le souhait d'élargir encore les différents pourraient être injectés dans cette méthanisation, c'est-à-dire qu'il existe encore une possibilité de faire de diversifier en fait le gisement. Vous voyez qu'il est question peut-être de valoriser les dispositifs d'élagage de bord de route communal et départemental avec broyage et transport. Et puis, je voulais aussi vous signaler que dans le cadre de projets de recherche, alors je vous ai détaillé un peu ce petit projet-là, l'unité mixte de recherche écologie microbienne souhaite démarrer un programme de recherche qui intègre toutes les structures que vous voyez écrites là, Vétagrosup, CNRS, UMRF, c'est l'UMR fromage, Métajoule, Terragro, SICA, Chambre d'agriculture 15. On a un consortium de scientifiques qui souhaitent prendre le temps et s'appuyer sur notamment les mesures qui sont faites par Métajoule sur cette unité de méthanisation, d'une part, et puis sur un autre projet qui est du côté de Lyon, pour bien détailler notamment ces 3 éléments, approche sanitaire, approche agronomique, approche écologique, qui permettrait de connaître encore mieux la façon dont cette unité peut s'engager de X% sur la... Voilà, on arrive au temps de questions. Donc, on va prendre vos questions qui arrivent par le chat et puis envisager également que Bruno Faure et Anne Rimez complètent ce que j'avais à dire, sachant que notre dernière partie de présentation, sur le dernier quart d'heure qui restera, vise justement à prendre un peu de recul sur ce qu'on a vu au pays de salaire et ce qui peut être réplicable ou qui pourrait inspirer les territoires voisins. Alors Thomas nous demande, une remarque, l'actionnariat minoritaire des agriculteurs dans les projets a-t-il permis de responsabiliser ces derniers quant à la rentabilité économique de l'unité de méthanisation? Je vais tenter de répondre. Aujourd'hui, les agriculteurs ne sont pas actionnaires du méthaniseur. On essaie effectivement de réfléchir de quelle manière on peut les impliquer de manière collective. Simplement, le travail qui est fait, il travaille effectivement de manière collective avec les exploitants du méthaniseur pour essayer de trouver de nouvelles applications, effectivement, sur le développement de leurs activités, c'est-à-dire est-ce qu'un séchage en grange
ou l'énergie viendrait du méthaniseur, est-ce que c'est de nature à répondre à leurs besoins, enfin des choses de ce type-là. Donc il y a une certaine émulation et c'était véritablement la volonté de développement local. Hein, si la collectivité est intervenue dans le développement de la méthanisation, alors on ne pouvait pas, pour répondre un peu à Mathieu, même si la volonté, c'était pas, la première volonté, c'était pas de baisser l'émission de carbone, c'était de se dire on ne peut pas être à côté de la transition écologique et comment peut-on l'appliquer au niveau du territoire. Donc nous, on a une matière première importante. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de prairies naturelles et puis on a de l'élevage. Donc on s'est dit avec ces déjections matière organique, de quelle manière peut-on la valoriser. C'est pour ça que la collectivité est rentrée dans le capital, hein, parce qu'on voulait, on voulait absolument être effectivement dans cette organisation de manière à ce que ce projet bénéficie au territoire, alors que ce soit des agriculteurs, que ce soit des entreprises ou que ce soit plus généralement, on va dire, le pays de salaire en termes d'image ou autre. Ça a été un peu la volonté, c'est véritablement la notion de développement local qu'il faut retenir. Et de là, ça a découlé, comme vous l'avez vu sur les présentations, avec l'idée, c'était de se dire, si on produit de l'énergie sur place, il faut qu'elle soit utilisée sur place. Donc, utilisation avec nos véhicules biogaz, utilisation pour les agriculteurs. On en a un qui est en cogénération, donc le premier à Saint-Bonnet qui fournit l'énergie à une coopérative laitière, donc vous voyez, on boucle. Le deuxième, donc, fourniture de l'énergie également à des entreprises et puis bien évidemment production d'électricité. Donc l'idée, c'est que les agriculteurs avec l'industriel se réunissent et imaginent en quoi effectivement ce projet puisse leur permettre d'aller plus loin sur l'économie globale de leur projet individuel d'exploitation de projets collectifs. Merci Monsieur Faure pour cette réponse. Alors, on va poursuivre pour vous présenter en fait le bilan qu'on a commencé à faire avec votre question, Thomas. Le but étant de se demander ce qu'en ressorte un président de communauté de communes, une directrice, et puis également ma vision des choses. J'avais prévu le témoignage de Bruno Faure et d'Henri Mez à ce moment-là. Est-ce que vous voulez nous présenter ça tout de suite ou on reviendra au moment des questions Allez, on va faire ça. On va intervertir. Donc finalement, la vision que vous avez prévu de vous donner, c'était cet aspect-là. C'était quand on reprend la liste de ce que faisait une communauté de communes de Pays de Salaire il y a 10 ans, elle avait des compétences qui étaient... alors, il y avait une charte forestière de territoire qui avait été élaborée en 2010 ou 2011. Il y avait bien sûr cette compétence déchets, vous avez peut-être vu au moment de global du budget, hein, sur ce graphique que j'avais présenté tout à l'heure, qui est issu du bulletin communautaire. On a la plus grosse dépense en fait de la collectivité, ce sont les déchets. Et donc déchets, ce sont des produits dont on ne sait que faire. C'était une dépense. Et là, on se retrouve avec une collectivité qui a quasiment converti qui a branché sur cette activité obligatoire de gestion de déchets, finalement un dispositif innovant et puis, j'allais dire moderne, c'est un autre mot que je cherchais, mais vous voyez l'esprit. Et ça vient du fait que il y a eu le souhait que le territoire se développe. Donc, on vous a expliqué qu'il y avait un démarchage des projets éoliens au départ qui s'est transposé sur finalement des souhaits d'investisseurs de développer des projets de méthanisation. Là-dessus est arrivée une réglementation. Alors, c'était les lois Grenelle 1 et 2, puis ça a été bien plus tard la loi de transition énergétique pour la croissance verte, qui a permis en fait de donner un second souffle par le financement de certaines actions. Et probablement que le Pays de Salaire a réussi à voir passer ces appels à projets et a construit la stratégie cohérente pour l'indépendance énergétique. Donc, on l'a remis en liste, mais vous avez vu passer là depuis une heure qu'on parle ensemble sur le fait que la valorisation de méthanisation des effluents d'élevage, alors les bouts de stations d'épuration, c'est un projet ou c'est déjà le cas non, ça a été étudié du temps du label TEPCV, j'avais laissé ici. Voilà. Les déchets verts en déchetterie, les lagages, le fait que cette action, a priori, en premier lieu sur le secteur agricole, vient aussi tirer vers le haut en fait le secteur mobilité. On peut imaginer donc en plus des véhicules biogaz, de l'action de covoiturage et puis la voiture hybride des services de la collectivité, on peut peut-être imaginer que ça va
ça pourrait se développer encore davantage. L'énergie, strictement économie de l'énergie, notamment d'électricité avec le projet éclairage public, rénovation thermique des bâtiments dont on n'a pas parlé aujourd'hui, qui fait partie quasiment vous l'avez vu hein, en bilan carbone initial, les 3 principaux secteurs ce sont l'agriculture, le transport et le résidentiel. Et la collectivité accompagne aussi les communes pour faire de la rénovation thermique des bâtiments. Il y a le volet déchets, et puis il y a une volet communication en disant qu'on va emmener tous les habitants sur cette trajectoire. C'est un peu ça qui nous a décidé à vous présenter dans le cadre du sommet virtuel cet exemple. Alors, Anne Rimez et Bruno Faure ont tendance à dire non, mais nous, on n'est pas des exemples. Moi, je trouve quand même qu'on a un projet structurant qui vient en fait couvrir tous les champs possibles tous les champs possibles à cet endroit-là et à ce moment-là. Voilà, j'ai marqué en bas. C'est un bon exemple sur le fait qu'on aurait pu faire un bilan carbone de territoire et puis donc une étude et puis un plan climat qui partait en fait d'un regard général. En fait, ce qui s'est passé ici, c'est qu'on a plutôt eu des problématiques locales qui ont permis en fait de faire émerger des projets. Ici, là, méthanisation. Alors peut-être pas bois énergie grande échelle, mais d'abord méthanisation. Et en fait, on voit que derrière, il est possible de vérifier, alors certes par le calcul, hein, ça viendra probablement, de vérifier qu'on a effectivement une descente des émissions de gaz à effet de serre. Alors, qu'est-ce qu'on avait prévu? Voilà, donc on remettait ce graphique sur lequel on a passé du temps, dire avec des guillemets que c'est une collectivité qui avait peut-être pas une grande capacité à agir sur la transition énergétique, eh bien, probablement que pas pour faire du bas carbone, mais pour faire du dynamisme du territoire, en fait, la collectivité l'a fait. Alors, voilà, je voulais terminer en vous disant ce qu'on a déjà présenté, mobiliser les outils existants, avoir quand même une volonté politique. Il y a bien des moments où vous avez dû faire des choix en disant ben, on y va, on n'y va pas, et puis prendre en compte les différents facteurs qu'on a présentés tout au long de cette présentation. Donc là encore, je vais proposer à tous ceux qui sont derrière le chat de poser vos questions pour rentrer dans les détails peut-être de certains éléments techniques d'une part, ou avoir des avis. Et puis l'un de mes 2 voisins, si vous souhaitez un peu témoigner de la façon dont vous voyez l'évolution en fait de ces territoires ruraux dans les prochaines années. Allez-y. Une conclusion. Vous pouvez, alors une conclusion peut-être pas Bruno, parce qu'il est probable qu'il y ait des questions qui arrivent, mais en tout cas, donnez votre conclusion sur ces thématiques et les territoires ruraux. Je crois, comme je disais tout à l'heure, personne ne peut être à l'écart de la transition énergétique. Alors, il y a deux possibilités. Ce qu'on a essayé de faire, c'est d'une part de limiter la consommation. On l'a vu sur l'électricité. On le voit avec la méthanisation en essayant de s'organiser collectivement avec les éleveurs. Il y a tout le volet sensibilisation de nos concitoyens qui est importante également. Ce qu'on n'a pas dit, on fait des actions importantes sur le compostage. Le compostage à domicile, parce qu'il n'est pas utile effectivement d'emmener des déchets à la déchetterie qui eux-mêmes iront à la méthanisation. Ça générerait beaucoup de transport et de consommation d'énergie. Ça paraît évident, mais ce n'est pas forcément simple à faire valider par nos concitoyens. Et puis après, c'est comment le valoriser dans des territoires comme les nôtres, avec des difficultés sur les énergies renouvelables, quelles qu'elles soient. Les éoliennes, c'est difficile à intégrer. L'acceptabilité des habitants et des élus n'est pas forcément très simple au niveau des éoliennes. L'hydroélectrique, nous sommes un territoire où nous avons déjà de multiples barrages, et là aussi une certaine opposition du local, que ce soit des pêcheurs ou autres, et la méthanisation qui est un process, j'allais dire, lourd et qui n'est pas forcément très simple, puisque nous sommes, comme je disais, dans un territoire où nous avons des AOP fromagères, alors qui des fois sont en production bio, donc les éleveurs veulent récupérer effectivement le digestat de la matière organique qu'ils ont amené pour pouvoir conserver leurs appellations. Donc il faut arriver à gérer tout ça. Finalement, on arrive à tracer, si vous voulez, effectivement les digestats de chacun. Donc vous voyez, on a eu pas mal de difficultés, j'allais dire, à relever, mais nous y sommes arrivés parce qu'on y a travaillé collectivement. Merci. Est-ce que je peux me permettre, alors je ne vous avais pas prévenu, mais je voulais savoir quelles étaient peut-être les perspectives d'une 3e unité qui est déjà en préparation. On verra un peu où c'est mis un petit peu en attente, ou c'est déjà prêt à démarrer, histoire d'avoir un élément d'actualité, mais
Ça peut être confidentiel, hein, auquel cas vous pouvez ne pas répondre. Non, ça n'est pas confidentiel. Effectivement, je vais élargir un petit peu. L'investisseur aujourd'hui réfléchit à plusieurs unités sur le département, certaines plus proches de la communauté d'agglomération d'Aurillac, d'autres toujours dans le secteur rural, avec l'idée, je vous donne la première unité qui alimente une coopérative en énergie, la deuxième qui alimente bien sûr des entreprises, mais qui nous produit du biogaz pour la fabrication de biogaz, donc pour nos véhicules, et la troisième unité avec un autre volet industriel qui va être l'injection de gaz sur le réseau, mais qui n'est pas prévu sur l'ensemble, le réseau qui n'est pas présent, pardon, sur l'ensemble du département, que sur certains secteurs, donc certainement avec une unité à proximité de ce réseau pour l'injection de gaz. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, nous surveillons vos questions. Vous pouvez encore en poser quelques-unes si vous le souhaitez. Mais nous sommes dans probablement les dernières secondes, à 12h25. Et oui, les gens commencent à avoir peut-être un appel de la pause du midi. Bon, blague à part, on va vous remercier pour votre présence à cette conférence. Nous vous rappelons, donc, comme vous l'avez vu probablement au départ, nous vous donnons rendez-vous voilà, le 28 novembre, c'est jeudi, au salon virtuel pour continuer à échanger avec les exposants. Vous pourrez à nouveau prendre des informations et puis poser des questions. Vous avez la possibilité, comme il se doit, de donner votre avis sur cette conférence avec normalement une fenêtre qui apparaîtra. Vous avez la possibilité de donner également vos impressions sur la conférence de façon à nous permettre de l'améliorer. Merci encore pour votre participation et pour vos remerciements qui sont en train de s'afficher. On vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne fin de sommet virtuel du climat. Au revoir, à bientôt.